Bonjour à tous, bienvenue dans ce Trendstalk. Nous allons parler aujourd'hui d'une entreprise, une belle entreprise, une grande entreprise wallonne, liégeoise, qui est une source d'inspiration, on peut le dire. Elle s'appelle Trendy Foods. On reçoit son CEO qui est Francis Plunus. Bonjour. Bonjour. Alors on est très heureux de vous recevoir. On avait publié dans Trends Tendance, dans le magazine, il y a quelques semaines, un dossier qui présentait des entreprises wallonnes de plus d'1 milliard. Et en fait, on vous retrouvait dans cette liste. Vous étiez un peu, je ne vais pas dire l'invité surprise, mais en tout cas, celui qui n'était pas dans l'industrie, dans des secteurs. Donc, une belle histoire. Aujourd'hui, Trendy Foods, d'abord, c'est quoi et qu'est-ce que ça représente ? En effet, c'était une belle surprise pour moi de s'y retrouver. Trendy Food, aujourd'hui, c'est un grossiste en alimentation et en produits non-food ainsi que le tabac. Donc, nous distribuons partout en Belgique et au Grand-Duché de Luxembourg à travers nos 3 plateformes, donc celle de Millemore, la dernière, la nouvelle, celle de Bornem et du Grand-Duché de Luxembourg à Dutelange. Nous livrons comme clients toutes sortes de clients. Ça va du petrol station au cinéma, en passant par un office supplier, magasin d'alimentation et également partout dans la grande distribution aujourd'hui. C'est partout, les gens consomment, que ce soit des snacks ou des boissons ou voire des plats préparés, tout ça en fait. Oui, exactement. Je crois que vous avez une chance sur 2 qu'un produit sorte de nos dépôts quand vous consommez ce genre de choses en route. Et alors, vous êtes donc d'une taille qui est quand même respectable. Je disais plus d'1 milliard, vous en êtes où aujourd'hui ? On va clôturer l'année avec une croissance de plus de 10%, avec un chiffre d'affaires de l'ordre de 2 milliards 200 millions. Donc, on va bien dépasser le milliard qui est de l'article. C'est un seuil symbolique. Exactement. Nous occupons aujourd'hui plus de 600 personnes. Nous sommes à 660 de mémoire. Nous avons une flotte de plus de 110 camions et nous livrons 1000 clients par jour. Et alors, ce qui est magnifique, c'est que votre histoire, donc vous êtes, vous, un héritier familial de cette belle histoire. Comment ça a commencé, j'allais dire petit, petit, en fait. Oui, on peut dire que je suis tombé dans la soupe, ça c'est clair, mais je n'étais pas voué à reprendre la société familiale. Qui a été créée quand ? C'était par votre... C'était d'abord mon papa qui avait sa société, puis ils se sont associés à 6 grossistes de la région de Liège, Verviers, Eupen, donc 6 petits grossistes. À l'époque, je crois qu'ils étaient une vingtaine de personnes, donc en 1970. Et je vais dire par la suite, moi, quand j'ai terminé mon service militaire, mon papa Qui existait encore, oui. Il revient d'ailleurs, j'ai entendu. Donc là, à cette époque, je n'avais pas encore de métier. J'avais fait des études dans la construction, donc rien à voir avec le métier que je fais aujourd'hui. Et à ce moment-là, mon papa n'était pas en grande forme, il était plutôt malade. Et il m'a demandé, tiens, est-ce que tu veux pas essayer, tu n'as rien à perdre ? Et j'ai dit, pourquoi pas. Et lui, à ce stade-là, il faisait la comptabilité. Donc, j'ai appris la comptabilité sur le tas, la comptabilité et les salaires. À cette époque-là, il faisait encore les salaires eux-mêmes. Et puis, j'ai un peu fait tout dans la société. J'ai été dépanné parce qu'on était petits à l'époque. On était, comme je l'ai dit, une bonne vingtaine. J'ai travaillé dans le dépôt, préparé des commandes, j'allais livrer les clients. Bref, je faisais un peu de tout. C'est la meilleure formation, en fait. Sincèrement, je pense que c'est vraiment la meilleure formation parce qu'aujourd'hui, on ne peut pas me raconter n'importe quoi parce que je sais vraiment comment ça fonctionne, ce qui est pénible, pas pénible. Voilà, donc c'est une grande force. En même temps, quelle croissance incroyable. C'est venu petit à petit ou c'est venu d'année en année, une croissance qui a été soutenue. Vous avez repris, vous êtes associé, comment ça s'est passé, cette croissance ? Donc, en 80, donc toujours à l'époque de mon papa et de ses associés, ils ont repris une société au Grand-Duché de Luxembourg. Là, ils ont fait leur premier pas au Grand-Duché, un petit grossiste en confiserie. Mais la grande expansion est venue vraiment en 2002. Donc nous faisions partie d'un groupement international qui se nommait Lakerland à l'époque, mais qui nous limitait géographiquement sur le pays, c'est-à-dire les provinces de Liège, Namur et Luxembourg. Et nous représentions, fin des années 2000, un peu plus de 50% de ce groupement-là. Mais nous étions limités. Alors, d'une génération différente, parce qu'ils étaient tous bien mes aînés et bien au-delà,
j'ai décidé avec mon associé, Guido Bergmans, de créer un nouveau concept qu'on a nommé Trendy Food. Donc on a renommé la société, puisqu'initialement c'était Lekkerland Spekali. Et avec la vision d'aller sur tout le pays et d'attaquer des clients nationaux, voire internationaux. Oui, et de prendre votre indépendance quelque exactement, part. Exactement. Maintenant, c'est un grand challenge et je vais dire, il fallait vraiment pas avoir peur parce qu'on était dans une zone de confort. Cette zone de confort, elle nous offrait le service achat du groupement, le service marketing et on occupait principalement de la vente finalement. Donc pour nous, c'était quand même un fameux challenge de se séparer de cette zone-là de confort et de créer tous ces services nous-mêmes. Ça, c'était la première évolution. Donc on a créé ces services en s'entourant évidemment de compétences. Ensuite, on a commencé l'expansion externe par la reprise de sociétés. On a repris, à ce jour, je pense qu'on est à 16 sociétés que nous avons repris depuis 2002. Dans différents canaux. On a avalé tout le secteur, pratiquement. Je n'aurais pas la prétention de dire tout le secteur, mais on a avalé surtout intelligemment, dans le sens où c'était géographiquement, dans des zones où on n'était pas présent, et également, sur la fin, c'est plutôt dans des domaines d'activité qui nous reliaient, mais où nous n'avions pas les gammes dans notre portfolio. La dernière, par exemple, d'acquisition, c'est Sweet Paradise. Ce sont des meubles de bonbons en vrac que vous voyez partout dans la grande distribution, en self-service. Ça, c'est la dernière acquisition. Donc, on a de nouveau toute notre force logistique et on se sert de notre tronc commun pour y greffer, je vais dire, toutes ces activités différentes. On a également attaqué, à un moment donné, par la reprise, les collectivités, où nous n'étions absolument pas présents, par l'acquisition d'une société, Les Pagnols, à Fernelmont, par exemple. Oui, donc c'est vrai que, comme vous l'avez dit au début, ce qui est intéressant, c'est que vous êtes présent partout où les gens consomment et de plus en plus en proximité. En fait, les stations essence, les night and day, les petites surfaces de grande distribution, vous l'avez dit, les entreprises, c'est tout ça, en fait. C'est là où les gens... aujourd'hui, consomment, j'allais dire prioritairement, en tout cas, beaucoup. Oui, tout ce qui est, au départ, tout ce qui est consommation hors foyer, ouais, c'est ça. Hors foyer. Ouais. Entre-temps, on est également actif dans la grande distribution, parce que nous avons des accords avec la majorité des grandes enseignes que tout le monde connaît. Et là, on travaille plutôt sur des axes où la grande distribution est plus difficile à le faire elle-même, ou elle ne sait pas le faire elle-même, d'autant plus qu'ils descendent de plus en plus dans la petite proximité, dans notre zone vraiment de travail, et là, on y apporte une plus-value en travaillant avec eux sur certaines gammes de produits qu'ils ne savent pas faire, ou qu'ils ne veulent pas faire. En même temps, aussi, vous êtes dans la création, l'innovation en permanence. C'est-à-dire que vous renouvelez en permanence les gammes de produits, de quoi, quelque part, attirer le chaland dans le bon sens du terme. C'est un travail permanent, en fait, pour vous, ça, non ? Tout à fait. Dans nos valeurs d'entreprise, il y a innovation et flexibilité. Ouais. Mais l'innovation, c'est clairement, on est complètement dans le cœur, évidemment. Et nous avons une équipe de 3 personnes qui sont à la recherche en permanence de nouveaux produits, de nouveaux concepts partout dans le monde. Et on importe des produits, et c'est là qu'on a toujours une longueur d'avance, parce que également, ces produits n'ont pas une longueur de vie très longue. En général, sauf si c'est vraiment une importation d'une grande marque, qui là, c'est sur la longueur, mais il y a 2 volets. C'est des modes, en fait. Voilà, ce sont des modes. Et comme ça bouge tout le temps, c'est très difficile à suivre pour, par exemple, la grande distribution. Et c'est là qu'on apporte vraiment une valeur ajoutée et une complémentarité aux grandes enseignes de la distribution en Belgique. Ouais, j'ai eu l'occasion de visiter votre siège, votre nouveau siège, enfin ça fait un petit temps maintenant, mais qui est magnifique près de Liège, où on voit justement cette incroyable capacité que vous avez à gérer tous ces produits et à les distribuer au bon endroit. J'imagine c'est une fierté, ça aussi. C'est une grande fierté, c'est un peu l'aboutissement pour moi également, parce que je suis tout doucement en fait de carrière. Et ce nouveau bâtiment a vraiment redynamisé toutes les équipes, a réuni, parce qu'on était quand même sur 3 sites sur la fin quand nous étions du côté de Verviers et différents, avec des équipes évidemment réparties. Et ici, tout le monde se retrouve sur le même toit et ça recrée une dynamique dans l'entreprise incroyable. Alors,
bon, vous êtes dans un secteur où, on l'a dit, les chiffres sont impressionnants, les marges ne doivent pas être énormes, donc est-ce que c'est simple de continuer votre croissance, de continuer ce travail-là, ou bien vous devez en permanence aussi, vous avez dit le mot flexibilité, j'imagine que c'est un élément important aussi. Oui, la flexibilité, mais qui a un coût aussi. D'être flexible, il y a le coût qui va avec. Ouais. C'est clair que ce n'est pas toujours évident. Nous avons vraiment axé aussi sur le contrôle de gestion en interne dans l'entreprise pour maintenir ces marges. On travaille avec des marges très faibles. C'est clair qu'on fait plus de 2 milliards avec un EBITDA qui avoisine les 20 millions d'euros, ce qui est déjà pas mal pour une entreprise familiale. Mais en relation, c'est très faible comme marge. Mais nous sommes dans le domaine alimentaire. Si vous regardez les bilans des distributeurs alimentaires, c'est jamais énorme non plus. Il ne faut pas croire qu'on n'est pas dans l'industrie ou la sidérurgie. Donc, de ce côté-là, je veux dire, on y prête vraiment attention. Nous sommes vraiment derrière nos marges. On est vraiment bien calé pour assurer la rentabilité d'entreprise pour le futur. Alors, cette croissance-là, vous l'avez dit, c'est un travail permanent, que ce soit en acquisition, en innovation, en relais de croissance, par exemple avec la grande distribution, etc. C'est quoi les obstacles pour vous aujourd'hui ? Aujourd'hui, le légal est quand même compliqué. Il faut l'avouer qu'aujourd'hui, les taxes, les accises, on n'a pas toujours une vision. C'est parfois très compliqué. Heureusement, nous sommes au Grand-Duché. Parce qu'aujourd'hui, il y a eu un glissement très important, enfin aujourd'hui, l'année passée, durant les 2 dernières années même, il y a eu un glissement très important sur les produits du tabac, dû à la fiscalité belge, qui s'est un peu enflammée là. Et là, il y a eu un énorme déplacement, je vais dire, sur le Luxembourg. Heureusement, nous y sommes. Oui, Finalement, il n'y a pas moins de fumeurs, en tout cas très peu. Mais la vente, elle est partie vers d'autres pays. Le Luxembourg est une petite partie aujourd'hui, et les pays de l'Est en est une autre, plus tout ce qui est illicite. Et ça, c'est un peu dommage d'avoir une telle perte fiscale pour l'État, finalement. Oui, c'est ça. Mais donc, quelque part, vous avez eu la chance d'avoir, dès le départ, d'abord, comme vous l'avez dit, d'avoir pris votre indépendance et d'avoir quitté les 3 provinces auxquelles vous étiez cantonné, et d'avoir eu le Luxembourg qui était là comme quelque part un recours par rapport à ces évolutions-là. Bien évidemment, on a connu ça avec les alcools dans les années 90-2000. Maintenant, on connaît ça avec le tabac. Forcément, si on n'était pas là, on n'aurait pas les résultats qu'on affiche aujourd'hui. Il y a un rééquilibrage chaque fois qui se fait, dans notre cas, avec le Luxembourg, dans d'autres cas, avec d'autres pays. Heureusement que nous y sommes, oui. Alors, la croissance, justement, géographique pour vous, elle continue ? C'est quoi les prochaines étapes ? Nous sommes toujours à 40 en Flandre, 60 en Wallonie, alors que le ratio devrait être inversé. C'est clair que pour nous, la progression future, c'est la Flandre. Et on continue à rechercher des acquisitions, à faire des acquisitions dans le nord du pays. Pour nous, la croissance future, elle se fera principalement là-bas. Vous pourriez aller ailleurs. Je crois que vous avez essayé en France, mais c'est un peu plus compliqué. Oui. Pour des raisons de culture ou c'est pas la même mode de fonctionnement ou Nous sommes allés en 2010 en France. Comment sommes-nous atterris là-bas ? Parce qu'un collègue français a fait faillite. Et on s'est dit qu'il y avait une opportunité, donc nous y sommes allés, donc dans la région parisienne, puisque, je vais dire, la région parisienne, c'est la région la plus importante en termes de population, donc potentiellement, c'était le plus intéressant point de départ, en tout cas, c'était sûrement... Ouais. Tout à fait. On a voulu transposer notre modèle belge qui fonctionnait très bien, sauf que les Français n'ont pas vraiment réagi à des nouveaux produits, etc. Ils sont très, très traditionnels. Ah oui ? Oui, très, très traditionnels. Et là, la société n'était pas rentable après 3 ans. Et nous sommes une entreprise familiale et on a dû évidemment fermer le site en France. On a eu la chance de pouvoir le revendre pour limiter les dégâts. Et nous sommes revenus en Belgique et on a continué notre croissance. Donc je crois que c'était une leçon pour nous, c'était un test. Il faut mettre de regret à avoir, essayer des choses, en effet. Non, il faut investir, il faut avancer, il faut voir un peu au-delà de ce que nous faisons aujourd'hui. Mais c'est une expérience, voilà, c'est une expérience qui nous a coûté quand même pas mal, qui a fait un peu peur aussi à un moment donné. Et on s'en sort grandi. On s'en sort grandi parce que finalement, on s'étale encore différemment sur la Belgique. Et on a toujours notre croissance. C'est votre force sans doute, c'est de pouvoir rebondir, de pouvoir vous adapter. J'imagine qu'en grandissant et avec les stratégies que vous développez, ça permet ça en fait d'être plus résilient, de s'adapter davantage
aux crises ou aux difficultés, parce que j'imagine... On a la chance d'être multicanal. Hein. Donc, si on revient sur le Covid, par exemple, on a passé à travers le Covid très facilement. Pourquoi ? Parce qu'on mangera toujours, on boira toujours, mais pas toujours aux mêmes endroits. Donc forcément, dans les cinémas, c'était fermé, les distributeurs automatiques dans les entreprises, c'était fermé, mais par contre, on a consommé beaucoup plus dans d'autres endroits, et finalement, on a passé la crise relativement facilement. Dans les années 2020. Quoi. Oui, ça, en s'adaptant en permanence. Alors, le fait aussi d'intégrer tout. Vous aviez parlé de votre flotte de camions. Là, souvent, c'est... alors, à la fois, on connaît Trendy Food parce que vous êtes partout, mais on connaît aussi parce qu'on voit ces camions, je ne sais pas si c'est rouge, orange, en tout cas, ils sont très visibles sur les routes. Vous avez dit, vous en avez combien 120. Voilà. Donc ça, c'est important aussi d'avoir de gérer tout le flux, en fait. C'est hyper important dans notre propre flotte. On ne peut pas... On a un service clientèle qui est à tel niveau qu'on ne peut pas se permettre d'expédier ça via des transporteurs ou du colisage. Vous voyez bien comment ça se passe aujourd'hui. Quelqu'un qui amène un colis chez vous au domicile ou à l'entreprise, il vient, on ne fait même plus signer, allez, c'est bon, notre service a complètement disparu. Et ça, nous avons besoin de la maintenir. On a un service clientèle qui est très relevant. Et on doit absolument continuer dans ce sens-là. Oui, c'est vraiment une valeur de l'entreprise. Et faire en sorte qu'il n'y ait pas qu'on ne manque de rien dans les points de vente. Enfin, j'imagine que c'est une garantie aussi de qualité par rapport au service des prestataires, en fait. Oui, tout à fait. Nous livrons partout, tous les jours, en Belgique et au Grand-Duché de Luxembourg. Alors, on a parlé des marges, ça veut dire que vous devez investir encore et toujours. Est-ce que ça fait partie du développement de l'entreprise ? Comment ça marche, en fait, quand on est une entreprise qui doit continuer à croître, en fait Oui. Nous avons quand même un beau résultat, un bon cash flow. On ne distribue pas beaucoup de dividendes. Donc, justement, on crée toujours cette assiette qui nous permet d'investir sur le futur. Évidemment, on est toujours accompagné des banques également, heureusement. Mais on n'a pas trop de soucis de financement à ce jour. Mais c'est clair qu'on doit continuer, parce que si on n'investit pas chaque année, je dis toujours, il nous faut un projet. Pas toujours une acquisition, évidemment, mais chaque année, il faut un projet. Ça peut être une acquisition, ça peut être un développement, un investissement sur un nouveau concept de la distribution en Belgique ou un nouveau concept de vente de produits. Bref, Trendy vit d'innovation, vit de projet. Et 2026, ce sera quoi alors votre Je ne peux pas encore le dévoiler, mais si ça veut bien sortir de terre, ce sera pour fin février. Il y aura une belle annonce dans le nord du pays. Vous nous le ferez alors ? Dans le nord du pays, oui. Ah oui, dans le nord du pays. D'accord, j'en ai déjà un petit indice. Ouais. Mais c'est vrai que vous dites l'innovation. On a parfois l'impression que la Belgique est un laboratoire. En fait, c'est vrai. Hein, comme vous l'avez dit, vous êtes en permanence en train de trouver les produits qui peuvent intéresser les consommateurs, les gammes, les tendances. Vous m'avez parlé de tendances ethniques à un moment. Enfin, c'est tout le temps en fait se renouveler, c'est ça ? C'est ça, exactement. Donc, je l'ai dit tout à l'heure, nous sommes allés en France, ça n'a pas marché. Ce phénomène est traditionnel. Le Belge est amateur de nouveautés. Il veut découvrir en permanence. Et c'est même certaines fois un problème pour les grandes marques, parce que la fidélité aux grandes marques est tout doucement en train de s'estomper au profit justement de la découverte. Et ça, c'est très perturbant pour les grands industriels, que ce soit dans les salés, dans les sucrés, qui étaient vraiment un peu invincibles. Aujourd'hui, on remarque qu'il y a des petites marques qui commencent à prendre beaucoup de place. Et ça veut dire que vous en êtes les relais aussi ? On n'a pas toujours sur toutes les marques, mais bien sûr que ça peut notre nouveau rôle des 5-6 dernières années, c'est chasser, trouver et exploiter des niches de marques, mais qui peuvent devenir donc parfois des petits producteurs ou des petites marques qui peuvent introduire une tendance. C'est ça, oui. Et ça veut dire que vous essayez tout, vous ? Toujours lié au food. Évidemment, on a des produits non-food aussi, mais ça, c'est beaucoup plus saisonnier. Mais autour du food, le monde est grand. Le monde est grand. Et si on parle d'ethnique, alors encore plus grand, avec toute une série de spécificités. Donc, il y a une vraie curiosité, quoi. Il y a une vraie curiosité. Vous avez vu les derniers produits Dubaï, les chocolats Dubaï, etc. Qui aurait cru que le consommateur allait mettre un prix comme ça pour ce type de produit ? Ça, par exemple, vous avez été parmi les premiers à le absolument, on était dans les premiers à distribuer les produits Dubaï. Parce que c'est un bel exemple de cette année.
Et ça n'a pas de prix finalement. Parce que vous avez le flair, parce que vous êtes ouvert. On a les équipes qui sont sur le web en permanence, qui regardent les tendances partout dans le monde. Oui. Je l'ai dit tout à l'heure, on a 3 personnes qui ne font que ça. Alors, il y a la recherche des perles rares, on va dire. Alors vous l'avez dit, il y a une partie de votre activité qui se fait sur le tabac et l'alcool. Vous avez dit, fiscalement, c'est vrai que c'est un peu la vache à lait. Parfois des gouvernements, on augmente les accises quand on a besoin d'argent à trouver. Il y a une question de santé publique aussi. Est-ce que par rapport à ça, vous dites, de toute façon les gens consomment, nous on leur offre ce qu'ils peuvent consommer? Ça restera toujours. Nous sommes distributeurs, grossistes. On doit assurer la livraison de toutes les demandes du client, évidemment, bien sûr. Il n'y a pas une question morale, de se dire on va faire attention. Il y a certains produits qu'on a tardé à distribuer. Ça a déjà arrivé, mais à un moment donné, on doit ouvrir le van. On va parler de CBD. CBD, moi, j'étais j'avais une frousse bleue de distribuer ce genre de produit. Le cannabis, mais voilà, à un moment donné, si le commerce le demande et qu'on ne le fait pas, il va aller voir la concurrence. Donc je ne peux pas me permettre non plus, à un moment donné, d'être trop strict sur ce sujet-là. Quand vous dites frousse bleue, c'est-à-dire ça ne fait pas plaisir. Enfin, voilà, c'est un avis personnel. C'est un exemple, un avis personnel. Après, c'est le public qui en jugera. Oui, c'est ça. Comme vous dites, il y a des choses des tendances qui naissent, qui disparaissent, vous les accompagnez, quoi. C'est ça, exactement. Et c'est ce qui fait d'ailleurs la force de votre modèle, certainement. Tout à fait. Est-ce que vous avez l'impression d'être une source d'inspiration pour la Wallonie? Est-ce que vous dites, parce que c'est vrai que c'est une belle histoire, c'est une petite structure familiale qui a pris des risques, qui a osé, ça peut donner des idées quand même, ça, non? Espérer, je ne veux pas cette... Je n'ai pas cette prétention-là. Je n'aurais pas cette prétention-là, exactement. Mais je vais dire conseiller, oui, je pense qu'il faut oser entreprendre. Il faut oser entreprendre, il faut investir. Bien sûr, il ne faut pas investir démesurément. Mais celui qui n'avance pas, celui qui n'ose pas, celui qui n'entreprend pas, ça ne va pas faire avancer les affaires. Et je crois que notre expérience, elle est là. On a toujours laissé beaucoup d'argent dans la société, justement, pour assurer cette croissance. Et mon grand bonheur aujourd'hui, c'est d'avoir quand même plus de 660 familles qui vivent en partie grâce à nous. Grâce à vous, oui. Ça, pour moi, c'est une grande fierté. Ça, c'est une grande fierté. Quelque part, il y a un rôle de croissance économique et il y a un rôle social aussi. Tout à fait. À Liège, où c'est en plus des liens, j'imagine, chaleureux, festifs. Tout le monde se connaît, oui. Ça fait partie de ce que vous êtes. Quand vous voyez la Wallonie, vous vous dites... Vous êtes optimiste, vous dites par exemple, l'aventure que vous représentez, est-ce qu'il y en a d'autres? Il y a énormément de sociétés en Wallonie qui vont très bien. Et je trouve qu'on n'en parle jamais assez. C'est un peu dommage. C'est un peu dommage. Il y a vraiment des perles. Il y a des perles. Et on parle souvent de ce qui va mal et on ne parle pas de ce qui va bien. Et ça, je trouve que le relais médiatique là, devrait être bien plus important. C'est pour ça que des émissions comme ici, c'est très bien. Je trouve ça très bien. Parce que ça permet justement de donner des idées. De partager son expérience et surtout de donner des idées, de la motivation à des jeunes. Vous dites qu'il y a du potentiel en Wallonie on parle souvent du redressement wallon. Maintenant, il y a un gouvernement qui est là, qui à la fois fait avec des moyens qui sont limités, mais qui dit, le discours en tout cas, c'est de dire qu'il faut libérer l'esprit d'entreprendre. J'imagine que par rapport à ça, vous vous y retrouvez aussi. Complètement, oui. Ça manque de quoi? On parle parfois que tout est trop compliqué, simplification administrative. Vous, qu'est-ce que vous attendriez comme la simplification administrative, ça c'est certain, mais je crois que tout le monde le dit, mais également beaucoup plus de clarté à 5 ans. On ne voit pas clair. Je vais parler de la flotte de camions. Ouais. On parle beaucoup de voitures, flotte électrique, et incitants fiscaux, etc. Au niveau camion, c'est complètement opaque. Mais quand vous êtes national comme nous, si à un moment donné la ville d'Anvers dit qu'il y a plus de camions de X tonnes ou non électriques qui rentrent dans la ville, en Flandre, il y a cette décision-là. En Wallonie, il n'y en a pas. Il n'y en a pas au niveau des camions, en tout cas, pas que je sache aujourd'hui. Parce que la flotte des camions électriques en Wallonie, il n'y en a quasiment pas. Et en Flandre, il y en a un peu plus. Mais c'est ce manque de lecture à 3-5 ans. Pour nous, je vais rester sur le thème camion parce que c'est facile à comprendre. L'investissement de camion, c'est entre 8 et 10 ans chez nous. Vous imaginez 8 et 10 ans. Et ici, je parle de 3 à 5 ans, on n'a déjà pas de lecture.
Donc ça devient très compliqué, très complexe. Oui, quand on pour investit, on ne sait pas où on va. Voilà, chaque année, on change plus ou moins 12, 14 camions. Et pour nous, c'est un capital important. Et ce n'est pas pour 2 ans, 3 ans. Et là, on a un manque de lecture. Si on parle des accises, c'est pareil. Les accises qui arrivent du ciel sur le tabac, et toute la consommation se déplace. C'est un peu triste, quoi. C'est un peu triste. Tout en sachant qu'il faut faire quelque chose pour la santé. Et ce n'est absolument pas ce que je veux dire ici. Mais entre un ministre de l'économie et un ministre de la santé, je crois qu'il n'y a pas beaucoup de discussions. Ils vivent en parallèle et je trouve ça un peu dommage. Oui, et parfois ça se décide en une nuit de négociation, voilà, du jour au lendemain. Sans penser plus loin. Et nous, commerçants, il n'y a pas que Trendy, il y a toute la distribution belge, on en dépend. Oui, donc chaque fois, vous devez quelque part vous adapter. C'est clair. Et il y a eu le chapitre des eaux et des softs avec la France, et puis les alcools avec le Luxembourg. Mais ça, les écotaxes qui sont plus importantes en Belgique qu'en France, donc exactement. Du coup, ça déplace aussi une partie de la consommation. Ça déplace. Donc il y a eu cette phase-là, il y a eu la phase de l'alcool, maintenant le tabac. Voilà, bref, il y a toujours quelque chose. On retombe toujours sur nos pattes, nous, des distributeurs, mais quelque part, on a la grande chance d'être également au Grand-Duché de Luxembourg. Est-ce que vous avez une écoute du politique ? Enfin, je ne sais pas si ça se passe comme ça, si vous avez l'occasion d'en parler. Bon, vous le faites ici, on est très heureux que vous le faites, mais je veux dire, est-ce qu'il y a une écoute ? Parce que vous représentez quand même un acteur intéressant. Donc, Oui, mais enfin, on a le relais Comeos pour ça. On a le relais Comeos, ça veut dire qui s'occupe ça se fait par ce canal-là. Qui se fait par ce canal-là et qui entame les discussions, évidemment, avec les politiques. Ça, ce n'est pas vraiment notre rôle, c'est plutôt le rôle du relais de Comeos. Vous portez votre voix au niveau de la fédération du commerce pour dire on a besoin de cette entente-là. Et au niveau personnel, vous avez dit 660 personnes, 660 familles dont vous êtes fiers de permettre une vie agréable sans doute. Est-ce que ça veut dire que vous recrutez beaucoup ? Comment ça se passe ? Vous avez beaucoup de turnover ? Vous trouvez des gens facilement ? Comment ça se passe ? Si on parle en termes employés, il y a pratiquement très peu de turnover chez nous. Très peu le taux de maladie est très bas. Les gens sont heureux ? Les gens, ça se passe bien. On va dire que ça se passe bien. J'espère qu'ils sont heureux chez nous. Au niveau ouvrier, forcément, le turnover est un peu plus important, et chauffeurs-livreurs aussi, puisqu'ils sont fortement sollicités par le monde de la distribution. Tout le monde cherche des chauffeurs, c'est toujours un problème récurrent et permanent, mais on essaie d'être créatif pour préserver les gens et éviter ce turnover. Alors Francis Plunus, vous êtes quel type de manager ? Vous êtes plutôt quelqu'un de paternaliste, vous êtes plutôt quelqu'un qui adapte en permanence, comment vous décririez ? Je suis plutôt, paternaliste. Je suis plutôt toujours cet esprit familial. C'est votre grande famille, quoi, qui est là. C'est toujours cet esprit familial chez nous qui prime, évidemment. Ma porte est toujours ouverte, tout le monde le sait. C'est vrai, et qu'ils aient un problème privé ou professionnel d'abord, évidemment, et ou privé, ils savent très bien qu'ils peuvent venir me trouver, et dans la mesure du possible, on essaiera toujours de trouver des solutions. Donc c'est possible malgré le fait qu'on devienne grand, en fait. Oui, mais bien sûr, c'est une volonté, ça. C'est une volonté de le faire ou de ne pas le faire. Alors vous dites, vous êtes une entreprise familiale, ça veut dire quoi ? Ça veut dire que ça va continuer, que la suite de la famille travaille avec vous pour l'instant et prendra le relais. Bon, on ne vous le souhaite pas tout de suite, mais... J'ai mon fils et ma fille qui travaillent dans l'entreprise. Évidemment, ça fait partie des discussions, parce que j'arrive tout doucement... Mais ils sont tous les deux déjà actifs. Ils sont tous les deux actifs dans l'entreprise. Ma fille n'a pas de désir de poursuivre. Non, elle a un rôle dans le graphisme. Et mon fils, lui, il est là depuis plus de 15 ans maintenant, donc il a démarré aussi un peu par le bas de l'échelle. Il a créé une cellule retail à l'époque, c'est lui qui a démarré ça avec un mentor. Et il a grandi. Aujourd'hui, il est dans le comité de direction. Il est en charge du développement de nouvelles ERP. Voilà, donc on est en pleine discussion sur le sujet. Mais ça va aller probablement dans ce sens. Oui, ça se fera sans doute de manière il reprendra les rênes de l'entreprise. Voilà. Ça, j'imagine que pour vous aussi, c'est une fierté, de se dire quelque part, j'ai fait grandir et prospérer ce que mon père m'a légué, et maintenant je vais... c'est une grande fierté. Maintenant, c'est pas toujours un cadeau pour lui non plus, parce qu'il faut poursuivre l'aventure. Bien sûr. Et c'est ça, je crois que ça lui donnait aussi certaines craintes, parce que ce n'est pas évident au jour d'aujourd'hui. Les contextes, on l'a dit à plusieurs niveaux, le contexte n'est pas forcément facile.
Mais... Exactement, et puis il y a le contexte politique, le contexte géopolitique, où va-t-on? Il y a quand même beaucoup d'interrogations aujourd'hui sur le futur proche même. Mais votre modèle est solide, donc ça... Le modèle est solide, oui, maintenant il faut le poursuivre et il viendra avec de nouvelles idées, j'espère. Hein. Eh bien, merci beaucoup Francis Plunus pour cette belle histoire, l'histoire de Trendy Food, une entreprise qui peut inspirer beaucoup d'autres, et on continuera donc à voir ces camions rouge-orange circuler et les produits qui vont avec. Merci à tous et bonne fête de fin d'année.